Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. Alors la semaine qui vient va être cruciale pour la réforme des retraites puisque le Conseil constitutionnel va rendre son verdict vendredi, le 14 avril. Comment dans cette perspective, et pour reprendre les mots d'Elisabeth Borne, apaiser les choses sans humilier les syndicats? Au-delà, dans un contexte de radicalisation de l'opposition à la réforme, de violence dans des manifestations, de bras de fer avec les syndicats et d'incompréhension de l'opinion, comment en tout cas sortir de l'impasse politique? Mais pour commencer, Jean-Claude Mailly, quel bilan vous faites de cette séquence réforme des retraites? Alors, la séquence jusque maintenant, je trouve que globalement, c'est un véritable gâchis. Un gâchis ou un désastre? On verra à la fin. Ouais. On peut savoir si c'est un désastre ou pas, mais en tout moment, en tous les cas, c'est un gâchis. Pourquoi c'est un gâchis? Parce que ce dossier, depuis le début, pose trois problèmes. Il y a un premier problème qui est un problème de calendrier. On sort d'une crise sanitaire, il y a l'inflation qui augmente, il y a le conflit en Ukraine, et on rajoute, quand je dis on, c'est le président de la République, il rajoute un dossier, celui des retraites, qui est par définition, depuis 30 ans, quasiment un dossier anxiogène. Donc on rajoute de l'anxiété. Ça, c'est le calendrier. Deuxième, c'est un problème de méthode. Moi, je suis un peu effaré par la méthode employée depuis le début sur ce dossier. C'est la méthode, le PLFSS, et ensuite le 49.3. Et puis, l'absence de dialogue. L'absence de dialogue, elle vient de la part de qui? Du gouvernement, d'Emmanuel Macron ou des syndicats? Non, et des partenaires sociaux? Non, sur la méthode, elle vient d'Emmanuel Macron. Enfin, il faut bien comprendre que c'est lui qui a annoncé d'abord les 65 pendant la campagne, après les 64. C'est pas le ou la première ministre qui dit, bah voilà, je vais faire une réforme, etc. Et le président reste un peu en retrait. Donc, c'est lui qui est à l'annonce. Donc, à un moment donné, c'est lui qui bougera ou qui ne bougera pas. Hein. Et quand je dis la méthode, non, vous savez, c'est pas une négociation comme dans le secteur privé où on se met autour de la table, on négocie, on signe ou on signe pas, mais l'objectif c'est d'aboutir à une signature. Là, c'est une concertation et vous pouvez pas démarrer une concertation en disant bon là, on discute de tout sauf de l'âge, c'est pas possible. Alors, Elisabeth Borne, en tout cas, elle appelle à ne pas brusquer les choses pour que les syndicats ne se sentent pas humiliés. Comment vous recevez ces propos de la Première ministre? Est-ce que vous considérez que ça va dans le sens de ce que dit le président de la République ou pas? C'est pas évident. Ouais. Je pense que la Première ministre qui a reçu les organisations syndicales qui ont accepté de l'avoir, même si tout le monde se doutait bien qu'elle n'avait pas le mandat, parce que c'est pas elle qui décide en la matière, pas le mandat de vous toucher aux 64 ans, c'était une manière de dire, voilà, on a renoué un contact. Bon. Donc, elle a voulu montrer que les relations n'étaient pas complètement coupées. Et après, derrière ça, vous avez la déclaration en direct de Pékin, du président de la République, qui remet de l'huile sur le feu. Enfin, on parlera de la déclaration de Pékin, parce que vous dites qu'il remet de l'huile sur le feu, mais il y a aussi des déclarations de Laurent Berger. On va en parler. Oui, on en parlera, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une contradiction entre ce que le président a dit et ce que la Première ministre veut. Et la Première ministre, alors je ne sais pas si c'est la bonne formule, etc., mais en tous les cas, elle a visiblement une volonté d'apaiser les choses. Bon, mais pour le moment, ça ne l'est pas. Et alors, ça veut dire que le problème vient du président, que le problème vient du comportement du président? Oui, c'est les deux, je pense. À la fois parce que c'est lui qui a annoncé... Les deux, c'est-à-dire c'est à la fois une décision politique de sa part, puis un problème de comportement. La décision politique, qui a été prise pendant l'élection présidentielle, les 65 ans, pour des raisons vraisemblablement d'ordre politique. C'est, voilà, je vais couper l'herbe sous le pied à la candidate républicaine. Et ensuite, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas de culture du dialogue social, c'est pas le premier, c'est pas son histoire, et qui n'écoute guère. Voilà. Il est un peu bunkérisé à l'Élysée, il n'écoute pas et il s'est entêté au fil du temps. Vous dites qu'il est bunkérisé à l'Élysée, il est plus bunkérisé que François Hollande ou Nicolas Sarkozy? Ah, je crois que oui. Je crois que oui, parce que à l'Élysée, c'est logique que l'emploi du temps, les questions de sécurité, etc., c'est évident. Mais un sentiment qu'il écoute des gens, mais il les entend pas, quoi. Hein, à part son secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère, qui est celui qui est le plus proche de lui, j'ai pas le sentiment que les autres soient beaucoup écoutés. Et donc, à partir de là, il s'enferme dans une position au point où même il refuse de recevoir les syndicats quand ceux-ci lui demandent. Mais alors, il annonce qu'il va les recevoir après la décision du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire dans 8-10 jours. Oui, mais il aurait dû le faire avant. Écoutez, ça fait quand même depuis le mois de janvier. Donc, Et est-ce que ça veut dire, d'après ce que vous dites, est-ce que ça veut dire qu'il ne sent pas suffisamment le pays, qu'il n'écoute pas suffisamment les syndicats et les Français? Oui, je crois.
Ouais. Oui, oui, je crois qu'il est persuadé d'avoir raison. Mmh. Je pense qu'il se surestime, mais quand on se surestime, on sous-estime les autres, hein, Mmh. c'est quasi automatique d'une Mmh. certaine manière. Et enfin, vous tâtez pas le pouls des Français en envoyant des textos, quoi. Voilà, il faut aller à la rencontre, il faut discuter, il faut avoir ce qu'on a, des capteurs, recevoir des gens qui ne sont pas obligatoirement dans la politique, etc. Donc voilà, et ça, je pense qu'il sait pas faire. Est-ce que ça veut dire que pour vous, c'est plus la réforme des retraites qui est en cause, mais la personne du président? Ah ben, on voit très bien en tous les cas que dans les manifestations, bien sûr que c'est le fond, c'est un dossier social, c'est le dossier des retraites, mais c'est pas tellement Borne qui est cité par les manifestants, c'est plus le président de C'est la... toujours le cas en 5e République, c'est Non, toujours pareil. non. Non, Ouais. non, moi je me rappelle pendant le CPE, c'était Villepin qui était ciblé. Mmh. Hein, parce que Chirac ne disait rien. Mmh. Bon. Et à un moment donné, il a sifflé la fin de la récré. Alors, Oui, c'est vrai qu'après en 95, c'était Juppé, pas Chirac. c'était Juppé, c'est voilà. Donc, mais ça, c'est le quinquennat aussi. Hein. Mmh. C'est Mmh. franchement, je parlais crûment, c'est une connerie ce quinquennat. Quoi. Mmh. Voilà. Dans le Enfin, fait. en 95, c'était avant le quinquennat. C'était avant le quinquennat, hein, Mmh. ça, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, tout remonte à l'Élysée. Donc c'est bien lui qui est responsable. Donc c'est lui qui peut, à un moment donné, dire on arrête d'une manière ou d'une autre. C'est pas le sentiment que c'est ce qu'il veut faire. S'il n'arrête pas, a priori, il n'arrêtera pas, Ouais. ça veut dire que son quinquennat est définitivement entravé? Non, je dirais pas qu'il est définitivement 4 ans, c'est long. Hein, Mmh. mais en tous les cas, ça va plomber les choses déjà pendant un petit bout de temps, parce que quand vous avez une relation, j'ai pas connu des relations aussi tendues. Enfin, moi, de l'extérieur aujourd'hui, entre syndicats, tous les syndicats et l'exécutif. Mmh. Donc, ça va pas s'arranger du jour au lendemain, c'est évident. Alors, comment on sort d'une telle crise? Comment Emmanuel Macron peut rebondir pour sortir de l'impasse politique? Est-ce qu'il sort de là par un remaniement, par un changement de Premier ministre, par un référendum? Comment? Bah, référendum, pour le moment, j'ai l'impression qu'il a fermé la porte. Mmh. Bon, retirer le texte, pour le moment, il a fermé la porte également. Remaniement, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Dissolution? Ouais, bah, je pense pas, sauf à ce que certains pensent. Ça me paraît toujours curieux. Il pourrait dissoudre, laisser, si le RN arrive en tête, il laisserait la place au RN, il montrait qu'ils savent pas. C'est jouer Alors, avec le feu. changement de Premier ministre, ça vous paraît inévitable? Je pense que ça arrivera à un moment donné, Oui, mais mais ça arrivera toujours à un moment donné dans un oui, quinquennat. non, mais quand? mais pourquoi faire? Mais quand? Oui, mais le problème, c'est pas le changement de tête, Mmh. c'est pourquoi faire. On change de Premier ministre pour une nouvelle orientation de politique. Et pour le moment, j'ai pas le sentiment qu'il y a une volonté de nouvelle orientation politique. Ah, il peut toujours nous faire le coup, on va changer de méthode, mais ça fait 3 fois qu'il le fait. Est-ce que vous êtes de ceux qui considèrent que Elisabeth Borne est une première ministre en sursis? Oui, elle est en difficulté, c'est clair. Tout le monde, enfin, je crois qu'il ne faut pas être grand devin pour penser. Oui, oui, parce que. En difficulté ou en sursis? Elle va partir Je ne sais pas dans combien de temps, mais Ouais. je ne sais pas ça. Oui, mais enfin, il peut toujours dire et penser, le président, voilà, je vais donner une mission, c'est trouver une majorité, elle ne l'a pas trouvée, de régler les problèmes du syndicat, c'est pas réglé, donc il peut considérer qu'elle n'a pas rempli la mission qui lui a été donnée. C'est toujours possible. Après, la remplacer par qui, hein? J'en sais rien. Ça Ben va oui, être- mais attendez, c'est ça le problème. Remplacer par qui? Pourquoi faire? Hmm. Hein, c'est pas simplement un homme ou une femme, c'est aussi pour quelle orientation. Alors, on laisse de côté quelques instants les questions politiques. D'abord, les questions de fond sur la réforme des retraites. En ce qui concerne l'âge légal, vous, Jean-Claude Mailly, vous êtes sur les 60 ans comme la NUPES et la CGT, ou pour le maintien à 62 ans, ou éventuellement bouger un peu? Non, non, je suis pas pour les 60, enfin pas pour les 60 ans aujourd'hui, ça c'est, peut toujours dire dans je sais pas combien de temps, mais aujourd'hui non. Aujourd'hui, il faut pas toucher à ce qui existe. Vous savez, on a quand même une difficulté globale, c'est l'endettement de la France, faut pas l'oublier, on est à 2 950 milliards de dettes, de dettes publiques. Au 1er janvier 2024, donc c'est demain, 1er janvier 2024, les 3% de déficit public vont être mis en place au niveau européen. La France risque d'être ciblée très rapidement. Le président dit d'ailleurs, c'est pour ça que je fais la réforme des retraites. Il peut faire des économies autrement qu'en touchant en retraite. Donc, moi, mais en tout cas, vous, c'est pas les 60 ans, hein? Non, faut être réaliste. Enfin. Parce que Frédéric Souillot, lui, il dit 60 ans. Oui, non, mais ça, c'est les Il perspectives. vous a succédé à la AFO. Oui, non, mais ok, mais c'est une perspective qui peut être dans les congrès syndicaux. Pourquoi pas demain? J'en sais rien, mais pas aujourd'hui. Non. Et la clause de revoyure en 2027, quand l'âge de départ aura été porté à 63 ans, c'est une bonne chose ou pas? Pourquoi ils n'ont pas arrêté d'ailleurs? Pas tout simplement, c'est bien compliqué, je trouve, moi. Pourquoi ils n'ont pas arrêté ça à la fin décembre 2026?
Ça faisait 63. Je dis pas que c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, l'âge moyen de départ à la retraite, c'est 63,4, on y est, hein, 63,5. Oui, on n'est même pas à 62 ans. Hein. Non, on est au-dessus. Alors On est l'âge, au-dessus. parce qu'il y a 3 âges. Ouais. Faut pas oublier ça. Il y a 62 ans aujourd'hui qui est l'âge où vous pouvez partir si vous avez vos trimestres. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a l'âge réel, effectif, constaté, 63,4. Et il y a 67 ans. On n'en parle jamais, mais c'est 67 ans. L'âge à laquelle vous pouvez partir, y compris si vous n'avez pas tous vos trimestres, mais sans décote. Sans décote, c'est pas pareil. Hein. Le rapport du corps qui indique que le régime de retraite sera déficitaire en moyenne sur les 25 prochaines années. Et puis, donc, il y a ce rapport du corps et puis aussi ce qui se passe chez nos voisins européens. Ils font un autre choix que le nôtre. L'Allemagne et les Italiens partent à 67 ans à la retraite. Les Hollandais à 66 ans et 4 mois. Les Espagnols à 65 ans. Les Portugais et les Danois à 66 ans et 6 mois. Les Autrichiens à 65 ans pour les hommes et 60 pour les femmes. Alors pourquoi la France devrait-elle se singulariser en la matière en dépit de l'augmentation de l'espérance de vie? Oui, mais attention, comparaison internationale, c'est plus compliqué que ça. Moi, je peux très bien présenter le dossier français autrement, comme je viens de le faire, en disant l'âge légal, c'est quoi sans décote? C'est 67 ans. En Allemagne aussi, ce sera 67 ans. Par contre, vous pouvez partir avant, et en Allemagne aussi. Vous pouvez partir avant 67 ans si vous avez un certain nombre de trimestres. Alors, avec ou sans décote. En Allemagne, c'est à partir de 35 ans de cotisation. Donc, c'est assez comparable d'une manière ou d'une autre. Hein, on présente toujours 62, mais je rappelle que beaucoup de gens qui ont des carrières précaires, qui ont des femmes notamment, partent à 67 ans sans décote, mais avec une retraite proratisée s'ils n'ont pas le nombre de trimestres. Avec, dans le cadre de cette contestation et de ce débat sur la réforme des retraites, la question de la valeur travail. Est-ce que vous y croyez à la valeur travail ou est-ce que c'est pour vous une valeur réactionnaire? Non, attendez, le travail, c'est une activité indispensable. Hein, après, il y a les conditions de travail, etc. Non, vous savez, moi, ça m'a fait sourire le débat sur valeur travail ou droit à la c'est Sandrine paresse. Rousseau, hein, Oui. une valeur de droite. Et Sandrine Rousseau qui dit c'est une valeur de droite et qui revendique le droit à la paresse. Oui, Est-ce que le droit à la paresse, le chômage, c'est une valeur de gauche? Non, le chômage n'est pas une valeur de gauche. Le chômage, on n'est pas par plaisir au chômage. Non, la valeur travail, elle existe en tant que telle. Vous savez, le droit à la paresse, c'était au fin du 19e siècle. Hein, par le gendre de Marx, c'était à une époque où et au début du 20e siècle, les syndicats réclamaient 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. Il y a eu le ministère du temps libre en 80. Hein. Oui, il y avait un ministère du temps. Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Hein, Nicole Questiot, hein, vous vous souvenez? Non, c'était André Henry. André Henry, d'accord. André Henry, un ancien syndicaliste. À la santé, protection sociale, ouais. voilà. Mais non, le droit à la paresse, ça n'a rien à voir avec l'époque du 19e siècle. C'est bizarre ces débats? Oui, c'est surréaliste, franchement. On se demande. Je vois pas l'intérêt, quoi. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien travailler. Après, on peut discuter du travail, qui change, etc. Ça, c'est une autre paire de manches. Il aurait fallu commencer par là, d'ailleurs, plutôt. Plutôt parce qu'on nous annonce une loi travail après la séquence réforme des retraites. Il aurait fallu commencer par une loi travail. Il aurait fallu lier les deux problèmes. La question du travail, qui est en train d'évoluer, et la question des retraites. Mais commencer par le travail. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Est-ce que vous dites que le travail abîme et nuit à la santé? En tant que tel, non, mais maintenant, il y a des postes de travail qui abîment et qui nuisent à la santé, c'est évident. On voit bien aussi les accidents du travail. Il y a encore quelqu'un qui est décédé sur le chantier du Grand Paris. Ouais. Voilà. 22 ans. Voilà. Il y a des postes de travail qui abîment physiquement, parfois psychologiquement. Oui, ça existe, mais c'est les conditions de travail, c'est pas le travail en tant que tel. Alors, dans 5 jours, Jean-Claude Mailly, le 14 avril, le Conseil constitutionnel va donc rendre son verdict, ce sera vendredi, sur la réforme des retraites. Vous en attendez quoi de ce verdict, de cette décision du Conseil constitutionnel? Est-ce que vous en attendez une censure totale ou une censure à la marge du projet de réforme des retraites? L'idéal, ce serait une censure totale, mais je ne sais pas si on y arrive, si le Conseil constitutionnel ira là-dessus. Non, chose qui me paraît évidente, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des cavaliers. Ça veut dire des choses qui n'ont rien à voir dans un projet de loi de finances rectificative. Alors, on va préciser les choses. L'index senior, par exemple. Alors que c'est une avancée. Hein. Oui, en fait, c'est plein d'éléments qui ont été présentés par les pouvoirs publics comme des contreparties sociales qui risquent de sauter parce qu'ils n'ont rien à faire dans ce projet-là. Donc ça, il y a ça. Ça, je pense que c'est... Enfin, a priori, je ne suis pas d'information, mais je pense que ça va être retenu. Après, il y a un deuxième élément. Est-ce qu'il sera amené à faire des réserves, le Conseil constitutionnel? Par exemple, sur la procédure.
En Donc disant, PLFSS et... oui, en disant vous avez choisi un projet, la technique le véhicule du projet de loi de finances parce que vous vouliez pouvoir bénéficier des 20 jours, de raccourcir le débat au Parlement de 20 jours. Donc c'est un choix délibéré et vous avez fragilisé ou empêché le Donc s'il y Parlement avait de... des réserves, ça impliquerait quoi? Ah bah, ça la foutrait mal pour le gouvernement. Hmm. Hein, ça veut dire Mais que ça ne censurerait pas la loi. ça censurerait Ça pas ne- obligatoirement la loi, mais ça peut être attention au décret que vous allez faire, par exemple, hein, Hmm. où ça s'applique, ce que vous dites, ok, ça s'applique, mais dans telles conditions. Hmm. Donc ce serait gênant pour le gouvernement, c'est Ouais. évident. Puis troisième, ce que beaucoup de manifestants souhaitent et d'organisations souhaitent, ce serait qu'ils censurent complètement. Mais bon, ça, les constitutionnalistes que j'ai croisés n'y croient pas trop. N'y crois pas trop. Alors, est-ce que la décision du Conseil constitutionnel, donc dans 5 jours, hein, elle doit s'imposer à tous? Ah oui, écoutez, qu'on commence pas. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Ça, c'est on a le droit de contester la décision du Conseil constitutionnel, mais ça fait partie des choix démocratiques. Ça fait partie de la Constitution. On ne va pas commencer à remettre en cause toutes les institutions démocratiques, sinon on n'en sort plus. Alors, on peut le contester. On peut dire, bah, on n'est pas d'accord. Nous, on pense que, mais ça se critique pas en tant que tel. Parce que ça veut dire que si le Conseil constitutionnel valide le projet de loi, en tout cas le report à 64 ans, bah, ça va s'imposer à tous, à tout le monde. La décision, oui, le gouvernement enfin, sauf référendum, mais il peut promulguer si le Conseil constitutionnel valide, avec les réserves éventuelles du Conseil constitutionnel, mais c'est pas pour ça qu'on est obligé d'être d'accord avec le projet de loi. Est-ce que ça veut dire que vous dites aux syndicats aujourd'hui qu'il faudra arrêter leur mouvement après la décision du Oula, Conseil constitutionnel? Je me garde bien de donner des conseils, d'abord parce que je suis plus L'ancien en activité. secrétaire général Oui, de Force ouvrière. oui, non, parce Que que vous je suis êtes. plus en activité syndicale, c'est à eux Oui, de non, mais décider. peut-être que vous pouvez donner des conseils. Oui, non, mais attendez, non, Ouais. je Si ne veux vous pas... étiez encore secrétaire général de FO, vous l'êtes plus. Non, je ne Est-ce suis que, plus, donc est-ce ça fait que, quelques années. voilà, ça fait quelques années, 5 ans. Est-ce que vous poursuivriez Non, je pense que ce cette qu'ils vont contestation, faire, ouais. ben, je ne sais pas ce qu'ils Bon, vont alors, qu'est-ce que vous ben, pensez? je pense que, enfin, ce qui me semble logique, c'est qu'ils sont dans une unité syndicale depuis le début qui marche très bien. Vous savez, il y a une règle quand on est dans une unité syndicale. Le premier qui sort, il est mort. Voilà, c'est cette façon de parler, quoi. Donc, ils vont rester soudés jusqu'à la fin, ça j'en suis. Jusqu'à la fin, c'est quand la fin? C'est le 14 avril ou c'est au-delà? Oh, ce ne sera pas obligatoirement le 14 avril, mais après, ça peut prendre des formes autres. Mais je pense qu'ils vont décider ensemble. Vous voyez bien, ils ont manifesté de manière responsable depuis le début. Ça veut dire qu'ils se sont mis d'accord, ils ont discuté entre eux. C'est une négociation dans la négociation, quoi. Et je leur fais confiance pour continuer ainsi. Alors, on reparlera des relations à l'intérieur de cette intersyndicale et puis des relations entre les syndicats et Emmanuel Macron. Mais on entend déjà Jean-Luc Mélenchon et ses camarades de LFI et une partie de la gauche aussi remettre en cause la légitimité du Conseil constitutionnel. Est-ce que c'est recevable? Non, c'est pas recevable. Ça fait partie de la Constitution et le place le rôle du Conseil constitutionnel. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec une décision prise, mais on va pas attaquer l'institution en tant que telle. Ça sert à rien. Ça veut dire que C'est dangereux même. Que pour vous, c'est pas la rue qui doit l'emporter sur les élections, le vote des parlementaires et la décision du Conseil constitutionnel. C'est autre chose. Enfin, c'est pas que c'est pas la rue qui doit l'emporter. Le constitutionnel prendra sa décision. Des sages, vous savez, en plus, c'est pas, on dit toujours les 9 membres, mais il y a des services derrière qui préparent tout le travail, avec des juristes éminents, etc. Donc, ils prendront leur décision, cette décision s'appliquera. Après, on peut toujours dire, bah, nous, on n'est pas d'accord, ça. Et je pense que, en fonction de ce que le Conseil constitutionnel décidera, les syndicats pourront dire, bah, on regrette, on n'est pas d'accord, ou je ne sais pas, ça dépendra de la décision. Parce qu'à vous entendre, on se dit que vous pensez que refuser une décision du Conseil constitutionnel, c'est quelque part une négation de la Alors, on ne va démocratie. pas les manifester contre le Conseil Mais c'est constitutionnel. quelque part une négation de la Oui, démocratie. c'est une négation des institutions démocratiques. Voilà. Et ça, c'est pas souhaitable. On peut demander des modifications. Ouais. Hein, on peut penser qu'il y a un problème de démocratie dans notre pays, qu'il faut faire vivre la démocratie et pas attendre tous les 5 ans. Ça, c'est autre chose, c'est un débat démocratique. Mais quand on est d'accord, on dit c'est très bien avec la même institution, et quand on n'est pas d'accord, on va dire ils sont mauvais. Non, ça ne tient pas la route. Ça tient pas la route, ça veut dire que c'est de nature aussi à faire monter les extrêmes, notamment Oui, le ça, faut mieux Rassemblement éviter. national. Il faut mieux éviter, oui. Ouais. Ou LFI, ou les deux extrêmes. Pour vous, c'est pareil?
LFI et Rassemblement C'est pas national. les mêmes, ils n'ont pas les mêmes positions, mais Ouais. on voit ce que ça donne quand les extrêmes montent. Ça fragilise la démocratie. Mais ça donne quoi précisément? Ça fragilise la démocratie quand vous voyez enfin, les débats au Parlement. Franchement, c'est pas redorer le rôle du Parlement que de se comporter de cette manière. Quant au Rassemblement national, bon, bah, c'est bien. En Là, ce quand vous moment, parlez des débats au Parlement, vous c'est parlez LFI. du rôle de LFI, hein, Oui, oui, le rôle de de LFI. la stratégie de LFI. Oui, je ne sais pas si c'est une stratégie ou une tactique, ça c'est rien, mais enfin bon, ça redore pas le rôle du Parlement. Il y a déjà eu des phrases dures au Parlement, historiquement, c'est pas la question, mais là, ça dépasse les bornes, je trouve. Quant au Rassemblement national, en ce moment, ben, il suffit qu'ils se taisent pour engranger, donc c'est quand même un problème aussi. On parlera de politique après. Le Conseil constitutionnel qui doit aussi donner son avis sur la demande de référendum d'initiative partagée demandée par la NUPES, donc sur la réforme des retraites. Est-ce qu'un tel référendum est souhaitable? Y êtes-vous favorable? Bah, moi, les référendums, je suis pas trop favorable, mais d'une manière générale, parce que c'est une logique oui/non, voilà, et c'est une forme de démocratie Donc directe. c'est pas une bonne idée. En principe, sur le Là, mais principe. sur le Maintenant, rythme. dans le cas présent, Ouais. bah écoutez, s'il reste plus que ça pour essayer de faire tomber la loi, si jamais elle est promulguée et que le Conseil constitutionnel accepte qu'il y ait un RIP, après il va falloir décrocher les 4 700 000 C'est signatures. faisable ou pas? Ah, Oui, parce c'est qu'on pas précise, un- on précise pour nos Oui. auditeurs, pour que ce référendum d'initiative partagée voit le jour, il faut d'abord que 4 700 000 Français signent Signe une pétition. une pétition. Ouais, c'est comme une pétition, une demande, quoi. Ouais. Bon. Alors oui, c'est pas impossible en tant que tel. Il y a 9 mois pour recueillir les signatures. Alors, le seul truc qui peut être intéressant si on en arrive là, c'est que de voir ce que ferait le président. Est-ce qu'il va quand même promulguer ou ce qu'il va attendre? Qu'est-ce que vous le conseillez d'ailleurs? Bah, Si c'est d'attendre. c'est d'attendre, Ah c'est-à-dire oui, bien sûr. ne pas promulguer la loi? Bah oui, il faut attendre si la mécanique est lancée, il faut attendre les résultats. Donc attendre 9 mois? Oui, bah, bien sûr. Ou enfin un peu plus de 9 mois d'ailleurs. Parce Oui, que- oui, mais attendre, mais bien sûr, ça paraît logique. Mais je Donc suis pas... la solution, c'est pas de promulgation? C'est ce que vous dites Ah bah, à oui, Emmanuel mais je Macron? trouve ça me paraît logique. Ouais. Si on est dans une mécanique de... Sinon, ça remettrait en cause la loi. Parce que vous imaginez, la loi est promulguée et le référendum aboutit. Il va se retrouver dans une situation encore plus difficile. Mhm. Donc oui, parce que d'un côté une loi promulguée, de l'autre donc une loi validée, promulguée par le président de la République, et de l'autre la perspective d'un référendum qui pourrait défaire la loi, ça mène à une impasse? Bah, ça passe... Non, mais ça amènerait une difficulté. Ça veut dire qu'il aura promulgué de sa propre initiative une loi sur les retraites et que si référendum il y a, ça veut dire s'il y a les signatures, ben, il se fera cartonner sur sa loi. Donc c'est le peuple, un référendum, ça revient à ça, c'est le peuple qui lui dira non, t'as fait une connerie, on n'en veut pas. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, il se posera peut-être la question de son sauf- départ? mais vous savez, il y a un élément. Il a encore 4 ans en tant que président, après il ne peut pas se représenter, mais plus le temps va passer, et ça, c'est pas lui, c'est inévitable, plus il va perdre de l'autorité. Hein, au fil des temps, vous voyez très bien, il y a déjà ceux qui pensent à sa succession, donc 4 ans avant. Donc il va perdre de l'autorité. Donc en ce moment, je considère qu'il est en train de se fragiliser à la fois au plan national, on voit les sondages, etc., et peut-être bien au plan international. Moi, les échos qui me remontent, par exemple, des syndicats européens, c'est de dire, c'est quand même incroyable ça, vous, les syndicats, vous demandez à être reçus par le président de la République, et puis il ne veut pas vous recevoir. Mais je ne sais pas, si le syndicat allemand demande à être reçu par le chancelier, ça se fait automatiquement. Il va les recevoir dans 10 jours, donc Oui, qu'est-ce qu'il peut leur dire, qu'est-ce qu'il doit leur dire? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il a une volonté d'apaiser? Est-ce qu'il attend? Bon, il attend le résultat du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il va, si hypothèse le Conseil constitutionnel valide, il va leur dire, ben voilà, le Conseil a validé, donc je promulgue la loi et je vous l'annonce officiellement. Enfin, je sais pas. Enfin, il manque de souplesse. Hein. Il est vraiment rigide. Il aurait dû. Enfin, qui a tendu la main ces dernières semaines? Sont les syndicats. Quand ils ont dit, écoutez, suspendez, faites une pause, on en rediscute, on se remet autour de la table. À chaque fois, on leur claque la porte au nez. Alors c'est quand même, c'est un problème de démocratie. Et pour vous, donc, la sortie par le haut, en cas de validation par le Conseil constitutionnel du référendum d'initiative partagée, c'est d'attendre la fin de cette séquence pour promulguer la loi. S'il était grand seigneur, même hypothèse, le Conseil constitutionnel valide, il dit, oh, voilà, le Conseil constitutionnel valide, bon, allez, ok, allez, on calme le jeu et je vous reçois et on met tout sur la table. Ça, ce serait d'être grand seigneur. C'est-à-dire remettre ça Ouais, plus tard? on rediscute. Même si le Conseil constitutionnel valide, on rediscute.
On rediscute, mais ça veut dire que, quelque part, Il peut... si la réforme est mise en pause, Hmm. son quinquennat est terminé. Non, pourquoi voulez-vous qu'il soit Il est mort terminé? politiquement. Non, moi je ne crois pas. On peut Il tout pourra à fait plus rien faire. Non, bah non, au contraire. S'il fait une pause, on peut très bien. Enfin, c'est que si Parce que l'objectif. tout le monde va dire qu'il a cédé. Hein. Oui, non, mais d'accord, mais si c'est pas, c'est peut-être plus grave. Pour lui, je parle. C'est Hmm. peut-être encore plus grave. C'est-à-dire Bah, écoutez, le ressentiment qu'il génère dans le pays. Vous savez, moi. Vous n'avez jamais vécu ça? Ah non, je me souviens quand les gens pouvaient être en colère contre des décisions de Sarkozy ou de Hollande, mais il n'y avait pas de haine. Ouais. Et là, on ressent, c'est pas nouveau, hein, mais c'est lié notamment à son comportement. Certains disent manque d'empathie, etc. Mais certains disent c'est le syndrome de l'hubris. Bon, voilà, donc c'est syndrome de l'hubris, ça veut dire qu'il a une surestimation ce de que vous disiez tout à lui-même, l'heure. qui fonctionne au rapport de force, etc. Et pourtant, il a été réélu. Hein. Oui, mais il a été Arrivé réussi. en tête au premier tour. Oui, bah, ça dépend du paysage aussi. Hein, quels sont ceux qui se présentent. Bon. Et puis, arriver en tête au premier tour, certes, mais aussi au deuxième tour face à Marine Le Pen. Bon, il faut jamais oublier ça. Enfin, moi, j'ai toujours considéré, je l'avais dit au précédent président également, vous n'êtes pas élu sur un programme. Voilà. L'élection présidentielle, c'est autre chose. C'est qu'on dise le rapport, la relation entre un individu et les électeurs et le peuple. Donc, qui plus est, quand vous êtes à un deuxième tour de ce type, d'ailleurs, lui-même l'a dit le soir de son élection. Il dit je vous suis redevable, je sais plus quoi. Bah oui, il l'a oublié, quoi. Est-ce que ça veut dire que la période à venir est porteuse de troubles? Ah, elle est déjà porteuse de troubles internationaux, etc. Oui, on peut. Si jamais le Conseil constitutionnel valide, qui promulgue la loi, il va y avoir une période où ça va être compliqué avec les organisations syndicales, d'une part. Et quand on regarde l'histoire, 95, 2010, etc., 2016, sur la loi travail, chaque fois qu'un mouvement important n'a pas complètement abouti, il y a un effet boomerang. Et l'effet boomerang, c'est à nouveau mai 68? Non, l'effet boomerang, jusque maintenant, là c'est 4 ans l'élection présidentielle, mais jusque maintenant c'était politique. Regardez Dans un an, vous avez un peu plus d'un an les élections européennes. C'est pas, je dis pas qu'elle n'est pas importante comme élection, mais c'est peut-être pas là que ça se jouera. Ouais. Mais 95, il y a eu 97, l'oublions pas. 2010, la loi sur la retraite, Sarkozy 2012, était battu en 2012. Et là, c'est quoi? C'est Marine Le Pen 2027? Il faut mieux éviter. Hein. Non, mais c'est le risque. Ah c'est un risque. Alors aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, en 4 ans, il peut se passer plein de choses. Hein. Et on voit dans la vue des sondages, avec Marine Le Pen en premier, en tête. Jean-Luc Mélenchon pas très loin, en troisième position. Un second tour, Marine Le Pen, Mélenchon. C'est possible? Ça vous fait peur? Oui, ça me fait peur. Oui, pourquoi? Oui. Parce que je suis en désaccord avec l'un et l'autre, même si je ne les confonds pas. Mais je suis en désaccord avec l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous faites en cas de deuxième tour, Le Pen-Mélenchon? Je vais à la pêche, même si je ne pêche pas. Peut-être. Je ne sais pas, oui. Vous allez à la pêche, hein? Oui, mais, attendez, j'espère que c'est un cas de figure impossible. Mais vous allez à la pêche? Non, mais j'en sais rien, j'ai pas. Mais en tout cas, c'est pas un deuxième tour qui me plairait. Ouais. Alors, on a l'impression, quand on vous entend, que vous parlez d'Emmanuel Macron comme comme s'il était en fin de règne. Non, il est pas en fin. Non, il a encore 4 ans. Donc, oui, mais justement, oui. Il a encore 4 ans, mais il se facilite pas la tâche lui-même, à la limite, quoi. Bon, je trouve qu'il s'affaiblit lui-même. La démocratie, c'est pas simplement le droit de vote, quoi. Faut pas oublier. Si vous vouliez 60 ans, il fallait voter pour un autre. Non, c'est pas ça le problème. Hein, démocratie, c'est aussi la démocratie sociale. Alors justement, démocratie, est-ce que vous parlez d'une crise démocratique comme l'a fait Laurent Berger? Oui, il y a une crise de la démocratie, oui. Crise de la démocratie ou crise démocratique? Une crise démocratique. Ça veut dire quoi, une crise démocratique? Crise démocratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la démocratie, qui est quand même le meilleur des systèmes, tel qu'on sur le plan politique, c'est certes le droit de vote, l'élection, etc. C'est un élément de la démocratie, mais il y a aussi la démocratie sociale. Hein, ça veut dire avoir respecté les interlocuteurs sociaux, respecter la négociation collective, faire de vraies concertations, avoir des relations normales, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Voilà, ça c'est la démocratie. Vous ne pouvez pas dire c'est uniquement le droit de vote. Bon, on vote tous les 5 ans et après, on n'est plus en démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, il y a vraiment une crise démocratique. Après, on peut discuter sur est-ce qu'il faut modifier ou pas la Constitution. En tous les cas, il faut faire respirer
le pays n'est pas à attendre entre 2 élections présidentielles et législatives. Mais comment on fait respirer le pays? Il y a différentes... regardez les conventions, que celles qui viennent de se tenir Oui, sur... qui sont plutôt des succès. Voilà. La convention sur la fin de vie. La fin de vie, par exemple, oui. Et on nous annonce peut-être une convention sur l'immigration. Ça peut être une solution. Alors, c'est pas là que ça se décide, on est bien d'accord. Ouais. Mais en tous les cas, c'est une des techniques d'intelligence collective. Il aurait fallu d'ailleurs une convention sur les retraites. On n'est pas dans... Non, je ne pense pas que sur les retraites c'est nécessaire, puisque là... Il aurait fallu avant. Il y a les interlocuteurs sociaux qui sont là, tant du côté patronal que du côté syndical, mais il faut savoir écouter. Mais la convention, c'est... Mais la convention, c'est un outil parmi d'autres, oui, bien sûr. Ça peut faire avancer les choses. Oui, bien sûr. Alors, donc, Laurent Berger qui dit... crise démocratique, ce à quoi Emmanuel Macron lui a répondu depuis Pékin qu'un président élu avec une majorité élue, certes relative, cherche à mener à bien un projet qui a été porté démocratiquement. Ça ne s'appelle pas une crise démocratique. Oui, non, mais là, je vous dis, il se plante. Enfin, tu sais, je vais vous raconter une anecdote. Au singulier, Emmanuel Macron non, le président de la République. Ouais. Le président de la République. Je vais vous raconter une anecdote. Pendant la précédente campagne présidentielle 2017, il avait dit qu'il allait augmenter la CSG sur les retraités. Et il n'y avait pas eu de réaction pendant la campagne. Et je lui avais dit, la première fois que je l'avais vu, le jour où... Donc 2017. 2017. Le jour où la décision sera prise, on se tutoyait à l'époque, tu verras. Tu auras des réactions. Pourquoi vous ne le tutoyez plus maintenant? Je ne vois plus. Donc, je le tutoyer, ni vous voyez. Je ne l'ai pas revu depuis, ce n'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens ne votent pas sur... C'est pas la Samaritaine ou le BHV à lire les programmes. Ce n'est pas ça une présidentielle. Ce qui manque dans notre pays aujourd'hui, c'est un projet, une vision où on veut nous emmener. Et ça, lui, il n'en a pas non plus. Alors, vous avez été en relation avec Emmanuel Macron pendant 1 an et beaucoup plus longtemps avec Laurent Berger, quand vous étiez à la tête de FO. Comment vous expliquez ces tensions, cette incompréhension, voire cette rupture entre les deux hommes? C'est une rivalité d'ego? C'est quoi? Je ne crois pas que c'est une rivalité d'ego. Je crois qu'il y a divergence de conception. Pour Emmanuel Macron, mais ce n'est pas nouveau. Pour lui, la place du syndicat, c'est dans l'entreprise, au niveau local, dans l'entreprise et l'administration. Il considère que tout ce qui est national, ça relève de l'intérêt général, donc de l'exécutif et pas des syndicats. Le contraire pour les syndicats, notamment pour une organisation comme la CFDT, qui c'est dans ses gènes, si vous voulez. CFDT qui est un syndicat, bien entendu, mais qui a aussi une dimension sociétale. Passer un accord, pacte du pouvoir de vivre, etc. Et ça, il ne doit pas tolérer beaucoup. Il doit considérer, Emmanuel Macron, que ça, c'est plus du syndicalisme, c'est de la politique. Je pense qu'il doit considérer. Mais qu'est-ce qui se passe entre les deux hommes? Oui, mais à partir de là, si vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas le même sujet de discussion. Vous êtes sur 2 conceptions complètement différentes. C'est difficile de s'entendre, mais je ne pense pas pour autant au-delà de phrases maladroites du président, je ne vois pas ce qu'il gagne à se tacler 2 fois Laurent Berger. Donc ça tend les relations, ou je ne dis pas que c'est lui, mais où à laisser circuler parfois des idées, des bêtises sur l'un et l'autre. C'est pas responsable. Laurent Berger, c'est lui qui détient les clés de la sortie de crise? C'est un de ceux, bien sûr, qui détient les clés de sortie de crise, bien sûr. Sophie Binet. Oui. La nouvelle secrétaire générale de la CGT, vous la connaissez? Oui, je l'ai connue. J'ai fait sa connaissance en 2006, quand elle était à l'UNEF, lors de la bagarre contre le CPE. Vous en gardez un bon souvenir ou pas? Oui, c'est quelqu'un d'intelligent. Parce qu'elle a d'emblée choisi une ligne dure. C'est quoi? C'est un plus, un handicap pour le mouvement syndical, pour la CGT, pour le gouvernement? Attendez, elle a été élue avec une équipe. Ouais. Dans cette équipe, il y a des gens... Il y a des durs, hein. Oui, Brun, par exemple, est très dur. Laurent Brun, qui, paraît-il, a le buste de Lénine dans son bureau, etc. Donc ça fait partie... Vous l'avez pas, vous? Non, ça, j'ai pas. Non. Trotsky non plus? Non plus. Ah bon? Non. J'ai jamais été trotskiste. Mais comme j'ai souvent dit, on me l'a souvent fait Ah, vous avez été trotskiste. Non, mais vous avez été socialiste. Vous l'êtes toujours, d'ailleurs. Oui, je suis socialiste, puis au PS aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est une fille intelligente, mais compte tenu de la tension qu'il y a à la CGT, puis ce que je considère moi comme une crise structurelle de cette organisation depuis des années, je lui souhaite bon courage. Ouais. Au passage, Sophie Binet, elle a refusé jeudi, dans le cadre de la manifestation anti-réforme des retraites à Paris, de répondre à des questions d'une journaliste de CNews. Est-ce que vous l'approuvez, ou est-ce que vous considérez que c'est une faute, voire une marque de sectarisme? C'est son choix. Écoutez, elle est libre. Si elle n'a pas envie, elle est libre de dire « je refuse ». Voilà. Mais vous, par exemple? Moi, j'ai jamais été dans cette situation, mais je suis pas sûr que j'irai non plus. Vous iriez où, sur CNews? Oui.
Vous boycottez CNews? Je boycotte pas, écoutez, c'est pas une question de boycott, mais bon, puis je suis sur une autre chaîne. En plus. Ouais, vous êtes sur BFM, hein, c'est ça. BFM, ouais. Mais qu'est-ce que vous reprochez à CNews? Ben, je reproche à CNews parfois d'être un peu très à droite. C'est-à-dire? Bah, je crois que c'est la ligne du propriétaire hein, qui influe sur le comportement de cette chaîne. Bon, voilà, donc alors autant Mais est-ce qu'on peut boycotter une chaîne d'infos en continu quand peut on faire ce est qu'on veut. leader syndical, On n'est pas politique? obligé. Ouais. Vous Non, mais là, ça a été violent. Hein. Oui, Une je sais. journaliste Non, mais de oui, j'ai CNews lui vu présente un l'extrait. micro, elle dit je ne J'ai réponds vu pas à l'extrait. CNews. Maintenant, elle fait ce qu'elle veut. Bon, Ouais. voilà, Vous l'auriez fait ou pas, vous? Sur une manif, je ne sais pas si je l'aurais fait, pour être franc. Ah, en responsabilité, je ne l'aurais peut-être pas fait. Hein? Ah, voilà. Ah oui, non, mais je suis honnête, je dis je ne l'aurais peut-être pas fait. Maintenant, je fais ce que je veux, je suis libre. Ouais. On parlait de Mélenchon tout à l'heure. Comment vous jugez la stratégie de Mélenchon et de LFI dans le cadre de ce mouvement anti-réforme des retraites? Il a tenté, Mélenchon, de mener la danse au Parlement et dans la rue. Est-ce que c'était son rôle? Est-ce que c'est son rôle? Il a le droit. Le problème de LFI, c'est que c'est pas un parti politique. C'est quoi? C'est une secte? Non, je ne vois pas que c'est un mouvement. Ouais. Mais un mouvement, c'est pas un parti. Dans un parti, vous payez des cotisations, vous participez aux discussions, vous avez votre mot à dire. Dans un mouvement, Renaissance aussi au passage, hein, c'est la même chose. Dans un mouvement, ben, c'est le chef qui décide. C'est gazeux, quoi. Oui, c'est gazeux. Ça veut dire aussi que le jour où le chef, pour une raison ou une autre, il arrête, c'est fait comme un soufflet, ça retombe. Renaissance et Oui, LFI, c'est pareil. C'est parce que ce ne sont pas des... Renaissance sans Macron, LFI sans Ah Mélenchon. ben ça risque, oui, en tous les cas tel que c'est aujourd'hui, ça risque de tomber comme un soufflet, oui. Il y a cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui avait marqué les esprits. Nous allons trouver une porte de sortie par la force. Il disait ça le 11 mars. Il les encourage depuis les mobilisations spontanées dans tout le pays contre la réforme des retraites, contre le gouvernement, contre Emmanuel Macron. Est-ce que Mélenchon met de l'huile sur le feu? Est-ce qu'il embrasse le pays? Non, Mélenchon rêve depuis longtemps. Hein. Mélenchon rêve depuis longtemps d'un lien fort entre partis politiques, organisations syndicales. Et puis, si lui pouvait être le chef, ce serait magnifique. Quoi. Rappelez-vous, quand il voulait une déferlante sur Paris, etc. À l'époque, j'étais en responsabilité. Je m'étais accroché. Ça n'avait pas marché à l'époque, d'ailleurs. Non, je m'étais accroché avec lui. Non, il faut que les partis politiques restent à leur place. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas la question, mais ils restent à leur place. Là, on est sur un mouvement qui est à l'origine un mouvement social et un mouvement syndical. Donc, ils ont le droit de soutenir ou de pas soutenir, mais qu'ils doivent rester à leur place. Sinon, c'est la chienlit et le chaos? Ben, sinon, c'est la confusion des gens. C'est la confusion des gens. Et puis, dans les gens qui manifestent, il y a des gens qui sont peut-être pour LFI, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout. Hein, vous avez manifesté d'ailleurs? J'en ai pas à chaque fois. Pas à chaque fois. La dernière, jeudi, vous y étiez? Non, j'y étais pas. Je pouvais pas. Non, non. Et, mais j'en ai. Et la prochaine? Le 13 avril. Parce que j'ai des activités par ailleurs. Oui, donc, oui, oui, non, j'en ai fait deux. Ouais. Pas beaucoup, vous voyez, j'en ai fait deux ou trois de manifs. Ouais. La prochaine, le 13 avril, avant l'avis du Conseil constitutionnel. constitutionnel. C'est possible. J'ai pas l'agenda en tête, mais c'est possible. Oui, et au passage, d'ailleurs, il y a le congrès du Parti communiste en ce moment à Marseille. Hein, et ça a été l'occasion pour Fabien Roussel de tendre la main à Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez, et de tacler LFI en même temps. Hein. Oui. Il a fait les deux vous choses. Dites bravo aux deux choses? Bah oui, non, mais oui, bien sûr. Bah, enfin, écoutez, quand vous avez des responsables de LFI qui donnent des leçons à notre parti, ce qu'il faut faire, pas faire, est-ce qu'il faut aussi que la députée élue dans l'Ariège soit reprise ou pas? Ça vous a choqué d'ailleurs, ça? Oui, bah attendez, mais qui s'occupent de leurs oignons, quoi. Voilà, c'est ce que leur a dit d'une certaine manière Fabien Roussel. C'est le Parti communiste qui décidera de sa position. On n'a pas d'ordre à recevoir de l'extérieur. Voilà, bon, ça, oui, bah, je trouve que c'est plutôt sa réaction est plutôt saine. La réaction de Fabien Roussel, ouais. Bernard Cazeneuve, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, hein, que j'ai connu quand il était ministre, qui est un vrai républicain. Hein, j'ai pu le mesurer à différentes reprises, y compris quand il était ministre de l'Intérieur et que le Manuel Valls voulait interdire une manifestation. Il a tenu, etc. C'est un vrai social-démocrate. Et moi, je suis un peu orphelin du PS. Oui, parce que vous étiez militant socialiste. J'étais 30 ans. Alors, j'étais pas vraiment militant, je pouvais pas. Enfin, vous aviez la carte. Mais j'avais la carte. J'avais la carte pendant 30 ans. Bon, je le suis plus depuis quelques années aujourd'hui. Je m'y retrouve pas du tout personnellement. Aujourd'hui, pour moi, le Parti socialiste, ça doit être un parti de gauche social-démocrate.
Je pense que c'est ce qu'essaye d'incarner avec d'autres Bernard Cazeneuve, et je le soutiens. Vous le soutenez, c'est-à-dire? Oui, je le soutiens, je suis dans son mouvement. Vous êtes dans son mouvement, vous soutenez sa candidature à l'Élysée? Ah, on n'en est pas là pour le Oui, moment. mais bon, c'est... Non, mais pour le moment, ce que je trouve intéressant dans le paysage actuel politique français, c'est que, voilà, il y a un travail qui est fait, travail sur un projet, etc. On verra ce que ça donne, mais au moins, déjà, il y a un travail qui est fait. Hein, on n'est pas uniquement dans l'invective, le bruit et la fureur. Donc, on retient de ce que vous dites, je soutiens Bernard Cazeneuve. Oui, moi, aujourd'hui, je soutiens Bernard Cazeneuve. Hein, et vous souhaitez qu'il puisse être candidat, éventuellement? Oui, mais parce qu'en 2027, tout va changer. Je souhaite qu'il y ait un... Oui, c'est dans 4 ans, écoutez. Ouais, mais en tous les cas, ce qui m'apparaît important, c'est qu'il y ait un bon projet. Après, c'est lui qui décide ce qu'il veut faire. Parce que la question sous-tendue par tout ça, c'est est-ce qu'une gauche unie peut être unie avec un parti principal, son parti principal, qui est d'extrême gauche? Ça me paraît difficile. C'est le cas Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, mais bon, moi, j'ai toujours, je suis pas d'accord avec la. Si j'avais été encore militant du PS, que je ne suis plus, je me serais battu contre la fusion du PS dans la NUPES. Oui, je n'aurais pas accepté ça. Ouais. Alors, Gérald Darmanin, on parlait de Cazeneuve et donc Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, il a considéré mercredi au Sénat que la question des subventions de l'État à la LDH, la Ligue des droits de l'homme, méritait d'être regardée dans le cadre des actions qu'ils ont pu mener, notamment à Sainte-Soline. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors c'est un député qui a... C'est un sénateur qui a posé la question. C'était pas une déclaration directe de... Oui, c'est pas une déclaration directe. Bon, écoutez, j'ai pas suivi ça dans le détail, mais en tous les cas, moi, je dis à tout le monde se félicite aujourd'hui des réactions de défense de la Ligue des droits de l'homme, etc. Moi, je suis déçu par la Ligue des droits de l'homme. Pourquoi? Je suis déçu, non pas sur ce comportement d'aujourd'hui, mais enfin, cette organisation née pour défendre la liberté au moment de l'affaire Dreyfus, etc. Donc on se souvient de l'affaire Dreyfus, oui. On se souvient de Daniel Meyer. On se souvient de tout un tas. Je dis toujours Daniel Meyer, d'ailleurs en tant que ministre, c'était le plus beau discours que je connaisse sur la sécurité sociale. Vous voyez, c'est bon. Et là, quand on a vu que quand il y a eu le procès... Qui a été président après du Conseil constitutionnel, nommé par Mitterrand. Tout à fait. Quand on voit qu'ils n'ont pas voulu être présents au procès des attentats de Charlie Hebdo ou de l'hypercachère, quand on a vu qu'ils ont manifesté avec le CCIF, je ne reconnais plus la Ligue des droits de l'homme. Voilà, bon, ça c'est très... C'est plus l'organisation. Pour moi, c'est plus vraiment l'organisation historique. Là, vous dites comme Richard Malka, qui était interrogé ici dans cette émission il y a 2 ans et demi, 20 décembre 2020. Et qu'est-ce qu'il disait? Il dénonçait l'absence justement de la LDH au procès de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, à la différence, précisait-il, de l'ensemble des associations antiracistes, dont le MRAP, et Malka d'ajouter, et dans le même temps, la Ligue des droits de l'homme est aux côtés du CCIF. Oui. Il a mais vous, ça vous pose un gros problème? Oui, bien sûr que ça pose un problème. Enfin, ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs, je vous rappelle, à cette manifestation. Oui, bien sûr. Il y avait aussi la France Insoumise, voilà. et puis certains responsables de EELV. Oui, tout à fait, pour des raisons qui sont, pour moi, essentiellement électoralistes, pour les politiques en tous les cas. Il fallait gagner des voix dans les banlieues, comme ils disaient eux-mêmes. C'était bon. Mais à partir de là, est-ce qu'on doit abandonner les principes républicains? Non, je pense que les principes républicains, c'est essentiel. Donc vous êtes un déçu de la Ligue des droits de l'homme? Oui, déçu de la Ligue des droits de l'homme sur ce comportement-là, oui. Après, ils peuvent faire des choses encore intéressantes, mais c'est plus la Ligue des droits de l'homme à laquelle on est tous attachés, ou telle qu'elle existe dans d'autres pays. Vous savez, il y a quelques années encore, j'étais en Tunisie et rencontrais la Ligue des droits de l'homme. C'est quand même autre. Et puis quand je vois la situation en Tunisie aujourd'hui, il y a de quoi être inquiet. On vous dit, on ne peut pas choisir entre le CCIF, Charlie Hebdo et l'hypercachère. Ah non, ça ne se discute pas. Ça ne se discute pas. Dernière question. Il y a une énigme que vous allez peut-être pouvoir nous aider à résoudre. On voit dans chacune des manifestations, encore jeudi, dans le cadre de la dernière manifestation contre la réforme des retraites, des drapeaux palestiniens arborés par les manifestants. Je ne sais pas si vous les avez vus, en tout cas, on les a vus sur les images qui ont été diffusées sur les chaînes d'infos. Quel rapport entre la réforme des retraites et la Palestine? Il n'y en a pas. Je vois pas. Et alors? Oui, non, mais je sais pas, ils viennent là, défendre une cause, ce qui est la leur, mais il n'y a pas de rapport avec les retraites, non. Ça vous paraît bizarre? Oui, mais ça... Vous savez, il y a d'autres qui affichent leur appartenance régionaliste. Il n'y a pas une retraite différente dans telle ou telle région. Donc non, ça n'a rien à voir. C'est des comportements individuels. Merci en tout cas, Jean-Claude Maillet, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci. Merci.